En Pologne, l'après-guerre n'a pas fermé les camps dans le silence. Elle les a transformés en tribunaux et en gibets. À Gdansk, un tribunal spécial polono-soviétique a jugé en 1946 une partie du personnel du camp de Stutów, responsable de meurtres, de passages à tabac, de faim et de sélection dans le système concentrationnaire. Le premier procès a eu lieu entre le 25 avril et le 31 mai 1946 et s'est terminé par des peines de mort. Les sentences ont été exécutées le 4 juillet 1946 sur la colline de Biskupia Gorka par pendaison à chute courte, lors d'une exécution publique destinée à afficher la justice et l'avertissement. Parmi les condamnés, il y avait un groupe de gardiennes exécutées ensemble. Jenny Wanda Barkman, Ewa Paradise, Elizabeth Baker, Gerda Steinhoff et Wanda Klaff. Jenny Wanda Barkman, née à Hambourg. Le 30 mai 1922, Jenny Wanda Barkman a été élevée par son père, qui était travailleur médical, et la famille n'a pas toujours eu beaucoup d'argent, car sa mère était femme au foyer. Jenny était une enfant normale et rêvait de devenir actrice. Après ses études, elle tenta de devenir mannequin et réussit, car la jeune femme se distinguait par sa beauté et son style. Malgré l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, elle continua à participer à des séances photos pour des magazines allemands et également dans différentes agences de publicité. Mais ensuite, à un moment donné, au début de 1944, quelque chose changea dans la vie de Jenny Wanda Barkman. Elle sacrifia sa carrière de mannequin et répondit à l'appel des SS qui recherchèrent des femmes pour travailler dans les camps de concentration. À cette époque, Jenny avait environ 21 ans et beaucoup croient que, au-delà de l'argent, c'était le pouvoir de la fonction qui l'attirait. Elle réussit l'entretien haut la main et fut recommandée pour une formation de superviseur de camp. Elle fut ensuite envoyée au camp de concentration de Stutów, qui comptait 110 000 juifs retenus derrière des barbelés, dont 65 000 ne parvinrent jamais à sortir vivants. Le camp était gardé par des SS, des collaborateurs ukrainiens et des gardes-femmes, un total de 295 femmes. Stutów abritait de nombreux prisonniers venus de différents pays et les conditions y étaient très dures. Des milliers de prisonniers moururent de faim et de maladie et beaucoup moururent à cause des épidémies de typhus qui dévastèrent le camp. Cependant, Stutów était aussi célèbre pour avoir le spectre beau, Jenny, la supermodèle. Dès son arrivée à son poste, Jenny montra son côté le plus maléfique et brutal. En plus du mannequinat, la jeune femme avait un talent pour la cruauté et le sadisme. Elle était connue pour frapper les prisonniers presque à mort, puis les envoyer dans les chambres à gaz, torturant les prisonniers de différentes manières. Et certaines de ces actions dérangeaient même les autres gardes, qui avaient peur de cette fille, belle et fragile en apparence, mais monstrueuse à l'intérieur. Lorsque la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, Jenny tenta de fuir la justice et devint l'une des criminelles de guerre les plus recherchées. Elle réussit à échapper à la capture pendant un certain temps grâce à son charme qui lui permit de recevoir de l'aide pendant plusieurs mois. Cependant, en mai 1945, elle fut arrêtée alors qu'elle montait dans un train à Gdansk. Lors de l'interrogatoire, elle déclara avoir toujours bien traité les prisonniers de Stutów et qu'elle n'avait jamais tué ni maltraité les détenus. Elle ajouta qu'elle avait aidé certains d'entre eux qui souffraient et qu'elle avait même sauvé la vie de certains convalescents. Mais les descriptions de ses actes et ses allégations ne correspondaient pas aux accusations et témoignages à son encontre. Elle tenta ensuite de s'échapper, utilisant son charme. Chaque jour, Jenny parlait à un garde de la prison qui commença à tomber amoureux d'elle, et elle réussit presque à faire en sorte que l'homme lui permette de sortir de la cellule pendant quelques heures, mais il se repentit à la dernière minute. Jenny Barkman dut écouter des dizaines de témoignages de prisonniers et voir des documents montrant et illustrant ses actes malveillants. Son avocat tenta de plaider que la femme était folle et donc irresponsable pénalement. Les expertises ne validèrent pas cet argument. Jenny passa la majeure partie de son temps pendant le procès à flirter avec les gardes et à s'inquiéter plus de ses cheveux que des maux qu'elle avait commis pendant son séjour dans le camp. Lorsqu'elle fut condamnée à mort, elle écouta la sentence calmement et sans pleurer. Cependant, les dernières paroles de son affaire judiciaire furent que la vie est vraiment un grand plaisir et que le plaisir, en règle générale, ne dure pas longtemps. Le 4 juillet 1946, tôt le matin,
Jenny Wanda Bachmann fut montée sur l'échafaud sur la colline de Biskopia Gorka avec Gerda Steinhoff et Ewa Paradis. Jenny n'avait que 24 ans lorsqu'elle fut pendue pendant plusieurs minutes sous les yeux de milliers de personnes, accablées par la terrible beauté du spectre beau de Stutoff. Ewa Paradis. Une autre des gardes infâmes de Stutoff était Ewa Paradis, qui avait une terrible réputation parmi la population carcérale. Née le 17 décembre 1920 à Le Bork, dans la République de Weimar, cette femme a un passé inconnu. Il est connu qu'elle était une ardente nazie et qu'elle arriva à Stutoff en août 1944 avec le recrutement déjà mentionné de femmes. Son passage dans le camp fut marqué par son amour pour le fouet et le sadisme envers les prisonniers. Un témoin a raconté qu'elle ordonna à un groupe de prisonnières de se déshabiller dans le froid glacial de l'hiver, puis les trempa dans de l'eau glacée. Si les femmes tremblaient ou bougeaient, Paradis les frappait. Ewa Paradis continua à maltraiter et frapper les prisonniers et fut ensuite transférée au sous-camp de Brombergost pour une brève période avant d'être renvoyée au camp principal de Stutoff. Mais ensuite, en avril 1945, elle fit partie des marches de la mort brutale, où les prisonniers étaient forcés de marcher des kilomètres sans nourriture ni repos, de Stutoff au camp de concentration de Lorimbourg. Lors de la dernière marche, Ewa s'enfuit, suspectant qu'elle serait jugée pour ses crimes, et tenta de se cacher aussi longtemps que possible dans les zones autour de Gdansk, mais elle fut finalement capturée. Pendant les procès, elle ne tenta pas de se défendre, ni de contester les accusations portées contre elle. Le 4 juillet 1946, après avoir passé un an en complète réclusion, sans interagir avec ses anciennes camarades de camp, elle fut emmenée sur la colline de Biskopia Gorka, où elle fut pendue par un nœud dans la gorge, tirée par un camion en mouvement. Elle fut la dernière femme exécutée sur cette colline, et son corps resta suspendu pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que sa mort soit officiellement déclarée. Becker est né dans une famille allemande vivant à Neutek, dans la ville libre de Danzig, en Pologne. En 1936, à l'âge de 13 ans, elle rejoignit la Ligue des filles allemandes et en 1938, elle commença à travailler comme cuisinière à Danzig. En 1939, les Allemands arrivèrent dans la ville. Et selon les rapports, Becker s'adapta avec succès. En 1940, elle commença à travailler comme secrétaire, puis l'année suivante, comme assistante agricole. En 1944, Becker fut convoqué par les SS pour servir dans les camps et fut envoyé à Stutoff avec le rang de SS Aufseherin, c'est-à-dire superviseur. Elle travailla ensuite dans le camp féminin de Stutoff en SK3. Là, elle sélectionnait personnellement des femmes et des enfants pour les envoyer dans les chambres à gaz. Sa période de travail fut courte, mais elle la compléta à la lettre, envoyant des milliers de Juifs à leur mort. Lorsque les Alliés entrèrent en Pologne, Becker s'enfuit de Stutoff et retourna chez elle à Neutek. Le 13 avril 1945, elle fut arrêtée par la police polonaise et emprisonnée dans l'attente de son procès. Le procès de Stutoff commença à Danzig le 31 mai 1946 et, contrairement à ses camarades, Becker envoya plusieurs lettres au président polonais Bolesław Bierut demandant une grâce, affirmant que ses actions n'avaient pas été aussi graves que celles de Gerda Steinhoff ou de Jenny Wanda Bachmann. Mais ses prières restèrent sans réponse et le gouvernement ne lui accorda aucune grâce. Là, sur la colline de Danzig, aux côtés des autres gardes, elle fut pendue par le cou. Contrairement aux autres femmes, lorsqu'elle fut pendue, son cou se cassa rapidement, si bien qu'elle perdit immédiatement connaissance et mourut plus vite. Gerda Steinhoff. Gerda Steinhoff est née le 29 janvier 1922. Elle a reçu une éducation traditionnelle et, lorsqu'elle était adolescente, elle a travaillé dans une ferme près de chez elle, mais ensuite, après avoir quitté l'école, elle a travaillé dans une boulangerie à partir de 1939. Après son adolescence, Gerda a travaillé comme conductrice de tramway jusqu'en 1944, année où elle s'est mariée et a eu un enfant. Le besoin d'argent l'a poussée à répondre à l'appel des SS pour des gardes dans les grandes villes du Reich, car de nombreux anciens gardes avaient été recrutés sur le front pour combattre les Alliés. Cependant, Steinhoff a été acceptée et a été formée à Stutoff pour rejoindre le personnel de ce camp. Le 1er octobre 1944, Gerda Steinhoff est devenue chef de bloc
ayant le contrôle d'un groupe de gardes et de prisonniers à Stutov. En plus de maintenir l'ordre, sa principale tâche était d'organiser et d'exécuter les sélections de prisonniers pour être envoyés mourir dans les chambres à gaz. Les nazis ont apprécié son travail horrible, ce qui lui a valu une promotion au rang de superviseur des SS, et elle a été considérée comme une garde féminine de haut rang, les autres femmes servant sous ses ordres. Le 1er décembre 1944, elle a été réaffectée au sous-camp de Bromberg-Ost où elle a reçu une médaille pour ses services au Reich, célébrant le fait que Steinhoff soit devenue célèbre pour être une superviseure brutale et sauvage qui fouettait et frappait les prisonniers. Lorsque les Alliés sont entrés en Pologne et ont commencé à évacuer les camps, Gerda a profité de l'occasion pour s'échapper et retourner chez elle, avec l'intention de se réfugier auprès de sa famille. Cependant, après avoir capturé et interrogé d'autres gardiennes, les autorités polonaises ont retrouvé Steinhoff le 25 mai 1945. Gerda a été interrogée et jugée lors du premier procès avec de nombreuses autres gardes et membres du personnel des SS. Et pendant le procès, de nombreux témoins ont parlé de ses actions dans plusieurs sous-camps. Ils ont raconté la brutalité de ses passages à tabac et ont également précisé qu'elle avait participé aux sélections des prisonniers envoyés à la mort. Elle était considérée comme une sadique qui agressait et abusait des détenus à chaque occasion. Mais ce qui a étonné les juges, c'est que Steinhoff n'avait été garde que pendant environ 1 an et que la jeune mère de 24 ans avait autant d'accusations que d'autres femmes qui avaient travaillé là-bas pendant 3 ans. Elle a été jugée coupable de crimes contre l'humanité et condamnée à mort. Gerda Steinhoff a été emprisonnée pendant une courte période avant d'être emmenée le 4 juillet 1946 sur la colline de Biskupia Gorka à Gdansk, où elle a été montée sur un échafaud et pendue par le cou, à visage découvert, devant une foule de 200 000 personnes. Wanda Klaff. Wanda Klaff est née sous le nom de Kaliczynski le 6 mars 1922 dans la ville libre de Danzig. Sa famille était d'origine allemande et son père travaillait dans les chemins de fer. Après avoir terminé l'école à l'âge de 16 ans en 1938, elle commença à travailler dans une fabrique de confiture et y resta jusqu'en 1942. À l'âge de 20 ans, elle épousa un homme nommé Willy Klaff et quitta son travail pour devenir femme au foyer pendant un court moment. Mais comme le couple avait besoin d'argent, Wanda retourna travailler comme conductrice de tramway. En 1944, Wanda postula pour un poste de garde SS et fut envoyée à l'école SS de Stutov. Elle y termina sa formation avec des gardes vétérans et fut envoyée au sous-camp de Stutov appelé Proust, situé dans un petit village voisin. Là, elle s'adonna à harceler et blesser les prisonniers, utilisant un fouet à pointe métallique. Le 5 octobre 1944, elle fut transférée au sous-camp de Russochin, situé dans le village de Russon. Ce petit sous-camp incarcérait environ 300 femmes qui étaient forcées de travailler. Si une femme ne parvenait pas à accomplir son travail, les gardes la battaient brutalement. Mais à mesure que les forces soviétiques approchaient de Stutov et que les camps étaient évacués, de nombreux nazis en profitèrent pour fuir. Wanda Klaff utilisa les évacuations au début de 1945 comme une occasion d'échapper au camp et tenter de fuir la justice. Cependant, le 11 juin 1945, elle fut arrêtée et emprisonnée dans une prison polonaise. Les conditions dans la prison étaient assez mauvaises et, en raison de cela, elle tomba gravement malade de la fièvre typhoïde, mais survécut et put être jugée. Wanda fut accusée de maltraiter les prisonniers, de les déshabiller et de les frapper brutalement chaque jour. Elle admit ses crimes lors du procès et se montra incroyablement satisfaite de ce qu'elle avait fait. Elle dit « Je suis très intelligente et très dévouée à mon travail dans les camps. Je frappais au moins 2 prisonniers chaque jour. » On ne sait pas pourquoi elle a admis cela, et cela pourrait avoir été un effet de vantardise, car il est peu probable que les juges l'aient vue favorablement après cette admission. Wanda Klaff fut condamnée à mort lors des procès de Stutov à seulement 24 ans. Après la guerre, de nombreuses autorités trouvèrent étrange comment des femmes aussi jeunes pouvaient devenir de telles bêtes. Le 4 juillet 1946, elle fut emmenée de sa cellule à Biskupia Gorka. On lui ordonna de monter à l'arrière d'un camion, une corde fut passée autour de son cou et elle fut pendue sur l'échafaud. Exécution à Hamelin.
Dans la zone d'occupation britannique, la justice d'après-guerre avait également un lieu fixe, la prison de Hamelin, Hameln, utilisée par le gouvernement militaire britannique comme site d'exécution depuis le 13 décembre 1945. Là, les peines prononcées par les tribunaux militaires britanniques étaient exécutées, y compris celle du procès de Belsen, organisé à Lunebourg, qui jugea le personnel de Bergen-Belsen ainsi que des membres transférés d'Auschwitz à la fin de la guerre. L'exécution se faisait par pendaison à l'intérieur de la prison, généralement par le bourreau britannique Albert Pierrepoint. Le premier jour d'exécution à Hamelin, plusieurs condamnés du procès de Bergen-Belsen furent pendus. Parmi les gardiennes exécutées ensemble se distinguaient Irma Grese, Elisabeth Volkenrath et Johanna Bormann, dont les noms restèrent associés à ce jour comme symbole de la fermeture judiciaire britannique sur les crimes du système des camps. Irma Grese. Irma Grese fut l'une des principales criminelles de guerre lors du procès de Bergen-Belsen, qui se déroula entre septembre et décembre 1945. Les survivantes des camps qui témoignèrent après la guerre l'accusèrent de meurtres et de tortures, utilisant toujours le fouet et le pistolet, ainsi que ses propres mains. Irma Grese était connue pour laisser ses chiens se jeter sur les proies afin de les dévorer, abattre des détenus de sang-froid, torturer des enfants, commettre des abus sexuels et infliger des passages à tabac sadiques avec des fouets tressés jusqu'à provoquer la mort des victimes. Pour cette raison, les prisonniers la surnommèrent « la bête de Belsen ». Irma Grese s'avançait vers les prisonnières avec sa démarche ondulante et ses hanches en mouvement. Les yeux des 40 000 femmes infortunées, muettes et immobiles, se fixaient sur elle. Elle était de taille moyenne, élégamment vêtue et avait les cheveux impeccablement coiffés. La terreur mortelle inspirée par sa présence la satisfaisait indubitablement et la délectait, car cette jeune femme d'une vingtaine d'années était totalement dépourvue de compassion. D'une main sûre, elle choisissait ses victimes, non seulement parmi les femmes en bonne santé, mais aussi parmi les malades, les faibles et les incapables. Celles qui, malgré la faim et les souffrances, conservaient encore un peu de leur beauté physique passée, étaient les premières à être sélectionnées. Elles constituaient les cibles privilégiées de l'attention d'Irma Grese. Lors des sélections, le ange blond de Belsen, comme la presse préféra l'appeler, maniait son fouet avec largesse. Elle assénait des coups où bon lui semblait, souriant face aux contorsions de douleur et au sang versé par ses victimes. Irma Grese fut arrêtée par les autorités britanniques peu après la libération du camp de concentration de Bergen-Belsen. Bien que, dans sa défense, elle renia les meurtres et affirma ne connaître le sort des prisonnières que par leurs propres paroles, elle ne renia jamais son idéologie nazie, et on pouvait l'entendre chanter des hymnes de la SS dans sa cellule. Lors du procès de Bergen-Belsen, elle fut condamnée à la pendaison à l'âge de 22 ans, devenant ainsi la plus jeune femme condamnée à mort au XXe siècle. Elle fut exécutée à la prison de Hamelin le 13 décembre 1945. Il semble qu'il y ait eu un affrontement avec le célèbre bourreau anglais Albert Pierrepoint. Lorsqu'il tenta de mettre un capuchon sombre à la condamnée, celle-ci refusa violemment. Pierrepoint la gifla à plusieurs reprises, jusqu'à parvenir à la maîtriser. Grese insulta le bourreau et tout en pleurant lui cria « Vite !» Ce furent ses dernières paroles. Pierrepoint lui passa la corde autour du cou mais de manière inadéquate. On pense qu'en réalité, Grese mourut par strangulation et non par pendaison, subissant une mort lente, agonisante et douloureuse. Après son exécution, son corps fut mutilé et incinéré, puis les cendres furent jetées dans une rivière d'évacuation. Elisabeth Volkenrath. Le 15 avril 1945, dans le sud-ouest de l'Allemagne nazie, à Bergen, la 11e division blindée britannique libéra Bergen-Belsen. Au milieu des scènes épouvantables de 13 000 cadavres non enterrés et de près de 60 000 prisonniers, émergea l'une des tristement célèbres responsables du régime nazi criminel, Elisabeth Volkenrath. Le chemin vers l'obscurité de cette femme qui rejoignit le nazisme alors qu'elle n'était encore qu'une enfant et les horreurs qu'elle commit bouleversèrent le monde entier. Elisabeth Volkenrath naquit le 5 septembre 1919 à Hamelin comme l'un des 6 enfants d'une famille typique de la classe moyenne. Sa vie prit un tournant sombre en 1933, lorsque Adolf Hitler et son parti nazi arrivèrent au pouvoir et qu'Elisabeth, âgée de seulement 13 ans, rejoignit la Ligue des jeunes filles allemandes, la branche féminine des jeunesses hitlériennes.
Ces organisations furent utilisées pour endoctriner les jeunes esprits à l'idéologie nazie, façonnant leurs croyances, leurs pensées et leurs actions. Les premières années d'Élisabeth furent marquées par sa participation à cet endoctrinement. Après l'école primaire, elle travailla comme nounou, aide cuisinière et dans un salon de coiffure avant d'être recrutée par les SS en 1941 et envoyée à Ravensbrück. Ce camp abritait plus de 132 000 femmes et Volkenrath y reçut une formation de gardienne sous la direction de sa tristement célèbre supérieure, Dorothea Binz. Là, Volkenrath participa aux expériences effroyables menées par les médecins SS sur les prisonniers, qui consistait à briser les membres des victimes, à infecter les blessures avec des bactéries et à tester diverses méthodes de pose et de transplantation des os, le tout sans anesthésie. En 1942, Volkenrath fut transférée à Auschwitz, un lieu réputé pour son sadisme et sa brutalité. Elle y participa aux cruelles sélections pour la chambre à gaz, comme la plupart des gardiennes. Elle était connue pour ses passages à tabac impitoyables et prenait plaisir à rendre l'appel aussi éprouvant que possible, obligeant les prisonniers à rester immobiles pendant des heures, les bras levés, les punissant s'ils bougeaient. Cependant, son travail préféré était la séparation des familles. Comme de nombreux prisonniers arrivaient dans les camps avec leurs proches, Volkenrath se chargeait de séparer les maris des épouses et les parents des enfants, utilisant des phrases perverses qui infligeaient une peur immense et de graves dommages psychologiques. En avril 1945, après la libération du camp, elle fut finalement capturée par les forces britanniques et dut comparaître devant le tribunal. Lors de son témoignage, elle déclara « Vivre dans les camps était vraiment horrible, mais c'était aussi terrible pour les gardiennes. Nous étions punis de la même manière que les prisonniers. » Volkenrath, tout comme Irma Grese, une autre gardienne, affirma qu'elles avaient été contraintes par leurs supérieurs d'être de bonnes nazies, ce qui impliquait de ne montrer aucun type d'empathie ou de bonté envers les Juifs. Cependant, son comportement impénitent et impitoyable durant le procès ne suscita aucune sympathie parmi les juges. Elisabeth Volkenrath fut condamnée à mort par pendaison, une sentence exécutée le 13 décembre 1945. À 26 ans, la jeune nazie devint la première gardienne nazie pendue par le cou parmi beaucoup d'autres qui suivirent. Le public, impassible, ne versa pas une seule larme pour Volkenrath. Johanna Bormann. Johanna Bormann est née le 10 septembre 1893 à Birkenfeld, en Prusse orientale. On pense que pendant ses premières années, elle était profondément religieuse et avait effectué un travail missionnaire. Aussi noble que fussent ses origines, le changement de carrière qu'elle entreprit par la suite ne serait certainement pas pieux. Le voyage de Johanna vers le mal commença à l'âge de 45 ans, en mars 1938, lorsqu'elle rejoignit les SS en tant qu'employée civile, avec le simple objectif de gagner plus d'argent. Après cela, elle fut envoyée travailler dans les cuisines de Lemberg, le premier camp de concentration pour femmes. Ce camp changerait finalement de vocation et les prisonnières du personnel, y compris Bormann, furent transférées au camp de concentration de Ravensbrück, près de Berlin. Là, elle fut promue gardienne, mais sa carrière ne faisait que commencer. Sa dureté et son caractère violent la distinguaient des autres gardiennes et elle fut récompensée par le poste de superviseuse avant d'être transférée au camp de concentration d'Auschwitz en Pologne en mai 1943, puis quelques mois plus tard au camp d'extermination de Birkenau. Elle travailla d'abord dans le commandement extérieur, qui opérant autour du camp, mais elle assumerait ensuite des fonctions à l'intérieur de Birkenau. Johanna Bormann reçut plusieurs surnoms qui allaient cimenter son héritage en tant que l'un des vrais monstres de l'Holocauste. Les prisonniers l'appelaient « la belette d'Auschwitz » à cause de son visage et de sa cruauté, ou même « la chienne de Belsen ». De nombreuses accusations concernant la brutalité de Bormann circulaient, et on savait qu'elle était l'un des membres du personnel les plus détestés de tout le camp. Bien qu'elle fût une femme petite et mince, elle débordait d'agressivité et de barbarie. Elle battait et abusait régulièrement des prisonniers, prenant plaisir à chaque seconde. Johanna prenait plaisir à désigner des prisonniers lors des processus de sélection auprès de nul autre que Joseph Mengele, l'ange de la mort. La sélection était la partie la plus redoutée de la journée.
durant laquelle les prisonniers étaient obligés de rester debout nus pendant des heures avant que Johanna ne décide s'ils continueraient à travailler dans le camp, seraient envoyés avec le cruel Mengele ou directement à la chambre à gaz. Cependant, son principal surnom, la chienne de Belsen, provenait de sa fascination pour lancer des bergers allemands contre les prisonniers, prenant plaisir à les voir déchiqueter les victimes. Lors de la libération, Bormann fut arrêtée et contrainte de répondre de nombreuses cruautés commises dans le camp lors de son procès. Au cours du procès, elle resta assez défiante et fit une série de déclarations, affirmant par exemple qu'elle cherchait seulement à maintenir l'ordre à l'intérieur d'Auschwitz, raison pour laquelle elle battait les prisonniers, bien qu'elle ait catégoriquement nié sa participation au processus de sélection pour les chambres à gaz. Elle admit également posséder des bergers allemands chez elle et les amener dans le camp, mais rejeta les accusations concernant les attaques, car selon elle, cela aurait été contraire aux règles du camp et elle aurait été punie. Il fut également révélé qu'elle aurait tenté de quitter les SS en 1943. Cependant, sa demande fut rejetée. Malgré sa défense, Johanna fut reconnue coupable des accusations portées contre elle et fut condamnée à mort par pendaison. Selon les rapports, elle quitta la salle d'audience comme si elle était dans une transe onirique et décida de ne pas faire appel de sa condamnation. Bormann fut transféré à la prison de Hamelin en attente de son exécution. L'exécution de Bormann fut rapide et suivit celle de Grèze et Volkenrath. Ravensbrück. Dans le cas de Ravensbrück, les exécutions ne se sont pas concentrées en un seul acte public comme à Danzig, mais ont été le résultat échelonné des procès militaires britanniques tenus à Hambourg entre 1946 et 1948, connus sous le nom de procès de Hambourg-Ravensbrück. Plusieurs gardiennes ont été condamnées à mort pour mauvais traitement, meurtre et participation aux sélections. Et les peines ont été exécutées par pendaison à la prison de Hamelin, généralement par le bourreau britannique Albert Pierrepoint. Bien que certaines exécutions aient eu lieu à des dates très proches, elles ne coïncidèrent pas toujours le même jour. Dorothea Binz fut exécutée le 2 mai 1947, Grete Bösel le 3 mai 1947 et Ruth Neudeck le 29 juillet 1948, après le procès lié au sous-camp d'Uckermark. Ruth Neudeck. Ruth Clausius Neudeck, mieux connue sous son nom d'épouse Ruth Neudeck, est née le 5 juillet 1920 à Breslau, une ville allemande qui est aujourd'hui Wrocław, en Pologne. Dans les documents de l'époque, elle apparaît comme une jeune femme sans grade militaire officiel, mais intégrée au système de garde dont le camp de concentration avait besoin pour surveiller, discipliner et briser des dizaines de milliers de prisonnières. Ce détail, l'absence d'un haut poste officiel, est précisément ce qui rend son histoire si troublante. Elle n'était pas une dirigeante célèbre du nazisme, mais un élément opérationnel qui, en quelques mois, s'est retrouvé assise devant un tribunal et plus tard devant une trappe. Pour comprendre comment quelqu'un comme Neudeck pouvait devenir importante en si peu de temps, il faut regarder l'écosystème dans lequel elle a été absorbée. Ravensbrück, le grand camp de concentration pour femmes du système nazi, fonctionnait depuis 1939 comme centre de détention et aussi comme un nœud à partir duquel étaient gérés les sous-camps et les affectations au travail. En janvier 1945, le complexe retenait des dizaines de milliers de prisonnières et de prisonniers. L'effondrement militaire du Reich a provoqué des évacuations, des marches forcées et une augmentation de la brutalité quotidienne. Dans ce monde, les gardiennes et superviseuses existaient pour une raison administrative. La structure SS exigeait des femmes pour garder des femmes, et Ravensbrück était également un lieu où beaucoup recevaient une formation avant d'être envoyés ailleurs. Neudeck est entré dans cet univers lors de la phase finale de la guerre. Les sources disponibles s'accordent à dire qu'elle a rejoint le service de surveillance en 1944 et que, de la fin de cette année au premier mois de 1945, son parcours s'est concentré sur Ravensbrück et ses annexes immédiates. La chronologie importe parce que sa carrière, en tant que gardienne, fut courte mais condensée. Le front s'effondrait, le camp était saturé, et la chaîne de commandement exigeait des résultats rapides en matière de discipline et de sélection, de celles qui ne correspondaient plus à la logique du travail forcé ou du contrôle sanitaire du système. Au sein de Ravensbrück, Neudeck n'était pas une figure décorative.
La documentation secondaire la situe dans des fonctions de supervision de baraquement, un poste qui mettait la gardienne en contact direct et constant avec les prisonnières. Recensement, punition, formation, contrôle des mouvements, et le pouvoir immédiat de décider qui était battu, dénoncé, humilié ou envoyé à des travaux plus épuisants. Ce pouvoir était petit dans la hiérarchie SS, mais énorme dans la vie quotidienne de milliers de femmes qui dépendaient d'un geste pour manger, se reposer ou survivre un jour de plus. Le parcours de Neudeck devient encore plus sombre lorsqu'apparaît Uckermark, un sous-camp associé à Ravensbrück. Uckermark avait été ouvert en 1942 comme un camp pour jeunes femmes considérées comme difficiles par le régime. Mais en 1945, sa fonction changea. Dans la dernière phase de la guerre, le site fut utilisé pour concentrer et éliminer les prisonnières cataloguées comme malades, épuisées ou inaptes, et il fut lié à des sélections pour la chambre à gaz. Dans la série de procès britanniques d'après-guerre, le procès d'Uckermark, le troisième procès des soi-disant procès de Hambourg-Ravensbrück, se concentra précisément sur les mauvais traitements, la participation aux sélections et la connexion à ce mécanisme de meurtre. Lors de ce procès, Ruth Neudeck fut désignée comme chef des gardiennes sur ce site et, selon le résumé des procès, reçut une condamnation à mort. La structure des tribunaux aide à comprendre pourquoi l'affaire a progressé avec autant de détermination. Après la guerre, la zone britannique d'occupation mena des centaines de procès pour crimes nazis. Hambourg, en particulier, devint entre 1945 et 1949 un centre clé pour juger le personnel des camps, avec des audiences au Curiohaus et un modèle de tribunal militaire reposant sur des enquêtes, des témoignages de survivants et la reconstitution des fonctions au sein du camp. Dans ce cadre, les gardiennes n'étaient pas exclues simplement parce qu'elles étaient des femmes. Dans les premiers procès d'après-guerre, celles qui avaient exercé une violence directe de leurs propres mains furent jugées et plusieurs furent condamnées, y compris à mort. Ce qui apparaît alors est le portrait d'une jeune femme de 28 ans, l'âge qu'elle avait à sa mort, prise dans un paradoxe historique, socialement commune, bureaucratiquement remplaçable, mais liée à des décisions et des punitions qui, dans un camp, équivalaient à administrer la vie et la mort. Et lorsque le Reich tomba, ce même caractère opérationnel devint un problème judiciaire. Sa défense ne pouvait pas se cacher derrière un bureau lointain ou une signature abstraite, car le type d'accusation discuté dans les procès des camps reposait principalement sur ce que les survivants affirmaient avoir vu, subi et retenu. À la fin d'avril 1945, lorsque le système de Ravensbrück commença à se désagréger à travers les évacuations et les marches, les gardiennes s'enfuirent également ou tentèrent de se mêler à la population civile. Neudeck fut capturé et, à la suite de l'enquête britannique, se retrouva à un procès qui la jugea responsable de crimes de guerre commis dans le complexe Ravensbrück-Uckermark. Dans le résumé biographique disponible, elle est répertoriée comme accusée lors des procès de Ravensbrück tenus dans la zone britannique, déclarée coupable et condamnée à la potence. La dernière scène de son histoire se déroule loin des barbelés, mais à l'intérieur d'un autre type d'architecture fermée, la prison de Hamelin. Dans la période d'après-guerre, Hamelin fut utilisé par le gouvernement militaire britannique comme lieu d'exécution. Des dizaines de pendaisons de criminels de guerre y furent réalisées et le bourreau britannique Albert Pierrepoint participa à une part significative de ces cas. Ruth Neudeck fut exécutée le 29 juillet 1948 dans cette prison par pendaison. Dorothea Binz. Lorsqu'on parle des gardiennes nazies qui ont fini sur la potence, Dorothea Theodora Binz occupe une place particulière. Pour sa jeunesse, pour le pouvoir qu'elle a accumulé au sein du camp de femmes le plus emblématique du système, et pour la manière dont son nom est devenu associé à la peur quotidienne plutôt qu'à un événement isolé. Née le 16 mars 1920 dans la région du Brandebourg, Binz arrive à Ravensbrück au premier temps de la guerre, lorsque ce camp, ouvert en 1939, commençait à s'étendre à partir de son noyau initial vers un immense complexe de travaux forcés, de discipline et d'extermination. Ravensbrück n'était pas seulement un camp de concentration pour femmes, il fonctionnait aussi comme un centre de formation et de distribution du personnel. Des milliers de femmes y ont été formées comme gardiennes ou Aufseherinnen, puis envoyées dans d'autres camps du Reich.
Dans ce contexte, Beans n'était ni une figure décorative ni une fonctionnaire secondaire. Avec le temps, elle fut présentée comme assistante de la chef des gardiennes. Un rang qui, en pratique, lui donnait le pouvoir d'ordonner des routines, d'imposer des punitions, de décider des tâches professionnelles et de modeler le comportement des autres gardiennes. Le paradoxe, souligné plus tard par les chercheurs et les survivants, était double. D'une part, le régime nazi était radicalement patriarcal. D'autre part, à Ravensbrück, l'administration quotidienne dépendait largement de ses auxiliaires féminines qui ne pouvaient pas appartenir formellement au SS, mais agissaient au sein de leur machine et sous leur autorité. Les récits de son ascension la placent d'abord dans des tâches moins visibles, puis rapidement dans des espaces où la violence était le langage normal. Elle est décrite travaillant dans des secteurs comme la cuisine ou la blanchisserie, puis liée aux zones de confinement et de punition, en particulier les blocs de cellules et le bunker, cet endroit où les prisonnières pouvaient être isolées, battues, interrogées ou brisées loin des yeux de la baraque. Au début des années 40, elle occupait déjà des fonctions de supervision. Et vers 1944, sa promotion à Stellvertretende Oberaufseherin, ou adjointe de la chef des gardiennes, fit d'elle une figure centrale, responsable même de la formation et de l'affectation des tâches à des dizaines de gardiennes en même temps. Le véritable pouvoir dans un camp ne se mesurait pas seulement au grade, mais à la liberté d'exercer la cruauté sans conséquence. Dans les témoignages ultérieurs, Beans apparaît comme quelqu'un qui n'avait pas besoin de raison. Elle choisissait les plus faibles, les plus effrayées, celles qui marchaient lentement et transformait cette vulnérabilité en permission de frapper. On trouve des descriptions de coups de fouet, de coups de pied, de gifles, de tirs, de chiens utilisés comme armes d'intimidation ou d'attaque, et d'une présence qui paralysait la cour d'appel. Il suffisait qu'elle entre dans l'appelplatz pour que le silence devienne tangible, comme si l'air lui-même se souvenait de ce qui se passait quand quelqu'un attirait son attention. À Ravensbrück, en outre, la violence n'était pas seulement punition, c'était de l'administration. Le camp est devenu massif et surpeuplé avec l'avancée de la guerre. Les maladies et la malnutrition augmentaient. Les exigences de production pour l'économie de guerre allongèrent les heures de travail et abaissèrent le seuil d'utilité de chaque corps. Dans ce cadre, la gardienne qui combinait discipline et terreur devenait fonctionnelle. Beans était, selon plusieurs récits, une instructrice de cette pédagogie. Les nouvelles gardiennes apprenaient rapidement ce qui était récompensé, toléré et célébré. La brutalité, au lieu d'être cachée, devenait une méthode. Il y a aussi un élément qui traverse de nombreuses histoires de bourreaux, la normalisation intime du crime. Il est mentionné que Beans entretenait une relation avec un officier SS, Edmund Breuning, et qu'en couple, ils pouvaient se promener autour du périmètre du camp tout en observant les punitions, comme si la scène faisait partie du paysage. Ce n'est pas un détail romantique, c'est une fenêtre sur la manière dont la violence cessait d'être un travail pour devenir un divertissement, un trait que les survivants et les chroniqueurs ont enregistré avec dégoût, car il transformait la souffrance des autres en arrière-plan pour la vie privée. L'effondrement du Reich a conduit Ravensbrück à sa phase finale, évacuation, marche de la mort et dispersion. Beans quitta le camp dans ce chaos, mais ne disparut pas. Elle fut capturée par les forces britanniques à Hambourg le 3 mai 1945, alors que l'après-guerre commençait à transformer la chasse aux responsables en dossiers, interrogatoires et tribunaux. Le soi-disant premier procès de Ravensbrück commença le 5 décembre 1946 et se termina le 3 février 1947. 16 membres du personnel et collaborateurs du camp y furent jugés. Beans avait 26 ans lors de son procès et n'apparaissait plus comme une simple gardienne, mais comme un élément de commandement. Le procès la plaça parmi ceux qui avaient exercé une violence directe et aussi parmi ceux qui avaient soutenu, organisé ou amplifié le système. Dans les reconstructions journalistiques modernes, ces crimes sont résumés de manière brutalement directe. Tirer, fouetter, utiliser des chiens contre les prisonnières. La sentence fut la peine de mort. Et ici, la chronologie importe. On pense souvent que les procès furent une seule vague, mais en réalité, ce furent des couches successives. Dans le cas de Beans, la condamnation du premier procès britannique se relia à une série d'exécutions concentrées à Hamelin, une prison transformée en lieu de pendaison pour criminels de guerre sous administration britannique.
La mécanique était froide et répétitive. Liste, confirmation, transfert, et un gibet qui fonctionnait comme clôture administrative des dossiers humains. En avril 1947, lorsque sa condamnation fut confirmée, Beans tenta de se suicider en se coupant les poignets, mais fut sauvé à temps. Ce geste ne fit pas d'elle une victime. Il montrait une autre facette de la même logique qu'elle avait administrée, la tentative de reprendre le contrôle sur la dernière seconde disponible. L'exécution suivit son cours. Le 2 mai 1947, Dorothea Beans fut pendue à la prison de Hamelin. Différentes reconstitutions indiquent que le bourreau fut Albert Pierrepoint, l'exécuteur britannique, qui participa à de nombreuses pendaisons de criminels de guerre à cette époque. Dans la séquence finale, tout ce qui avait été cris, ordres, fouets et menaces fut réduit à un couloir, une procédure et une trappe, et son nom passa du registre de commandement de Ravensbrück au registre des exécutions dans l'Allemagne occupée. Grete Bösel. Grete Bösel est née le 9 mai 1908 à Wuppertal, Elberfeld, dans l'Allemagne impériale. Avant de devenir une figure poursuivie par les tribunaux d'après-guerre, sa vie semblait correspondre à un profil ordinaire. Elle se forma comme infirmière, un métier associé aux soins, à la discipline et à l'obéissance institutionnelle. Ce contraste, celui d'une femme formée pour assister les corps et qui finit par administrer un système conçu pour les détruire, est l'une des clés pour comprendre son cas. Son entrée dans le monde concentrationnaire arriva tard, lorsque la machine nazie était déjà bien huilée et que le Reich commençait à s'effondrer. Selon les archives biographiques recueillies après la guerre, Bösel intègre le complexe de Ravensbrück en août 1944 comme gardienne. Ravensbrück, le grand camp de concentration principalement destiné aux femmes, était également un centre d'administration du travail forcé, affectation, appel, punition pour faible rendement, et flux constant de prisonnières affaiblies par la faim, la maladie et des journées interminables. Dans ce contexte, le pouvoir décisif n'était pas toujours exercé par celui qui détenait le grade le plus élevé, mais par celui qui contrôlait le travail, qui sortait de la baraque, qui était envoyé dans tel commando, qui restait dans la file, qui était marqué comme inapte. C'est précisément là que Bösel acquit de l'importance. À Ravensbrück, sa fonction était celle d'Arbeitseinsatzführerin, quelque chose comme chef des affectations de travail. Un rôle lié au bureau du travail du camp avec autorité pour organiser de grands contingents de prisonnières dans les commandos, répartir les tâches et surtout exercer la pression par la peur. Dans le système nazi, le travail n'était pas un moyen de survie, c'était une méthode de contrôle et d'extermination lente. La frontière entre exploitation et mise à mort se déplaçait chaque jour, et ceux qui géraient les listes de travail étaient en position parfaite pour pousser quelqu'un vers l'épuisement final. À l'automne et à l'hiver 1944, cette frontière devint encore plus brutale. Avec l'avancée du front et la capacité du système dépassé, les sélections s'intensifièrent. Décisions administratives séparant celles qui pouvaient encore être exploitées de celles qui, par maladie, faiblesse ou âge, étaient considérées comme un obstacle. Les sources résumant son action indiquent qu'en novembre 1944, Bösel fut lié à ces sélections pour la chambre à gaz ou pour les transferts vers la zone du Uckermark, associée dans la phase finale de la guerre à l'élimination des prisonnières inaptes. Une phrase souvent attribuée à elle condense cette logique avec une froideur glaçante. Si elles ne peuvent pas travailler, qu'elles pourrissent. Lorsque l'effondrement arriva, de nombreux membres du personnel tentèrent de disparaître en utilisant le même stratagème qu'ils avaient toujours employé, la confusion. Après les évacuations et les marches forcées qui accompagnèrent la fin de Ravensbrück, Bösel s'enfuit avec son mari. Mais le monde d'après-guerre mettait déjà en place une autre machine, judiciaire. Elle fut capturée par les troupes britanniques et mise à la disposition de l'autorité occupante. Bösel comparaît sur le banc des accusés aux côtés d'autres membres du personnel de Ravensbrück, dont la sous-chef Dorothea Beans. Le tribunal britannique la déclara coupable. Les résumés disponibles du verdict mentionnent spécifiquement les mauvais traitements, le meurtre et la participation aux sélections. Ce n'était pas un petit chef d'accusation. Dans la logique juridique d'après-guerre, le mot « sélection » signifiait collaboration active avec un mécanisme de mort car séparer les aptés des inaptes n'était ni médecine ni discipline.
C'était décidé qui était envoyé à l'élimination. La sentence fut la peine de mort, et la fin eut lieu dans un lieu rendu sinistre par la répétition. La prison de Hamelin, utilisée par les autorités britanniques pour exécuter les criminels de guerre condamnés. De nombreuses exécutions de cette période furent confiées au bourreau britannique Albert Pierrepoint. Dans le cas de Bezel, les sources résumant son exécution l'indiquent comme l'exécuteur. Sur la date exacte, il existe un léger désaccord dans les références. Certaines indiquent le 2 mai 1947 et d'autres le 3 mai 1947, toutes deux à Hamelin, par pendaison. Les archives britanniques fixent même une heure précise, 9h55 du matin, et la placent dans une séquence d'exécution réalisée ce jour-là dans la même prison. Quoi qu'il en soit, l'information essentielle reste. Son cas s'est terminé avec une corde, sans commutation, et son nom fut archivé parmi les femmes du système concentrationnaire condamnées et exécutées pour crimes de guerre. Hermine Braunsteiner. Dans cette liste, Hermine Braunsteiner est un cas particulier pour une raison concrète. Elle n'a pas été exécutée. Contrairement à d'autres surveillantes qui ont fini sur la potence après la guerre, elle a suivi un chemin plus long, fait de silence, de changement d'identité, d'une vie domestique aux États-Unis, d'une extradition historique et d'un procès interminable en Allemagne de l'Ouest qui ne l'a conduite à une condamnation à perpétuité que plusieurs décennies plus tard. Hermine Braunsteiner Ryan est née à Vienne le 16 juillet 1919 dans une famille ouvrière catholique et est décédée le 19 avril 1999 à Bochum, en Allemagne. Sa biographie initiale, comme celle de nombreux petits rouages du système nazi, ne laissait pas présager un destin fait de dossiers judiciaires, travaux modestes, désir frustré de devenir infirmière et recherche d'un meilleur salaire. Ce détail économique apparaît comme un seuil clé. Selon les reconstitutions biographiques, elle a appris que le camp nouvellement créé de Ravensbrück offrait des postes pour les femmes en tant que surveillante avec un salaire beaucoup plus élevé que le sien. Et elle y a commencé sa formation le 15 août 1939. Le 16 octobre 1942, elle fut affectée au complexe de Majdanek, près de Lublin, en Pologne occupée, où elle travaillait en lien avec une usine de confection et le circuit de surveillance des prisonniers. Majdanek combinait travail forcé et meurtre de masse. C'était un lieu où surpopulation, sélection, punition et mort formaient un système logistique unique. Dans les témoignages recueillis des décennies plus tard, Braunsteiner apparaît comme une figure de violence directe, associée à des coups et à des agressions particulièrement brutales, au point de lui valoir un surnom traversant les langues, la jument de Majdanek ou The Stomping Mare, en raison de la manière dont les survivants décrivaient son attaque des prisonnières avec ses bottes. L'image que ces déclarations laissent n'est pas celle d'une bureaucrate distante, mais celle d'une surveillante participant au premier rang de la terreur. En 1943, elle reçut la Croix du Mérite de guerre, 2e classe, signe que l'État nazi considérait sa performance comme précieuse dans l'économie répressive du camp. Dès le début de 1944, lorsque les évacuations et réorganisations commencèrent à secouer le système sous l'avancée du front, elle fut renvoyée au complexe de Ravensbrück, puis associée au sous-camp de Gentin, où des témoins signalèrent de nouveaux épisodes d'abus et de punitions au fouet ou à la cravache. À la fin de la guerre, comme beaucoup de membres du personnel des camps, elle disparut dans le chaos. Et c'est là que commence la deuxième vie de Hermine Braunsteiner, celle d'une femme qui réussit à disparaître des radars, à se reconstruire dans un autre pays et à maintenir pendant des années une normalité domestique qui contrastait avec les souvenirs des survivants. Aux États-Unis, elle vécut comme femme au foyer dans le Queens, à New York, sous le nom de son mari Ryan, et lorsqu'un journaliste ou un enquêteur la retrouva, sa première phrase fut enregistrée comme une fissure dans la façade. « Mon Dieu, je savais que cela allait arriver, tu es venu. » Cette découverte fut plus qu'une affaire médiatique. Elle ouvrit une porte institutionnelle. La poursuite des criminels nazis aux États-Unis existait, mais sa capacité était irrégulière et dépendait de la volonté politique, des preuves et de la pression publique. Le cas Braunsteiner-Ryan entraîna un changement d'époque, révocation de la citoyenneté, procédure d'immigration et finalement mise en place d'une politique plus systématique. En effet, son cas est cité comme antécédent de la création, en 1979,
de l'Office of Special Investigations du département de la justice, visant à localiser et poursuivre les nazis vivant aux États-Unis par la dénaturalisation et la déportation. La dimension juridique de sa chute a une date exacte et un document clé. Le 1er mai 1973, un juge fédéral du district Est de New York certifia son extradition dans le cadre du dossier Inre Ryan, un cas qui peut aujourd'hui être lu comme un jalon. Le dossier d'une ancienne surveillante de camp devenue fugitive, réclamée par la République fédérale d'Allemagne. Le 7 août 1973, Hermine Braunsteiner Ryan devint la première criminelle nazie extradée des États-Unis vers l'Allemagne de l'Ouest. De retour en Allemagne, le destin qui l'attendait fut au cœur de l'un des procès les plus longs de l'histoire judiciaire du pays, le 3e procès de Majdanek à Düsseldorf. Il débuta le 26 novembre 1975 et s'étendit sur 474 audiences. Il fut décrit comme le procès le plus long et le plus coûteux de l'Allemagne de l'Ouest d'après-guerre. Le musée juif de Berlin, en examinant les grands procès allemands contre le personnel d'Auschwitz et de Majdanek, souligne justement cette dimension. Des années de témoignages, des tensions sociales, des frictions politiques, et un pays qui discutait encore de la manière d'aborder son passé sans protéger les auteurs. Au tribunal, les survivants racontèrent des scènes qu'il était impossible pour beaucoup d'écouter sans sentir le temps se plier. Ils ne faisaient pas que se souvenir, ils revivaient devant ceux qui avaient exercé un pouvoir absolu sur leur corps. Les archives concernant Braunsteiner incluent des témoignages de mauvais traitements, de coups, la façon dont les personnes étaient sélectionnées ou poussées dans les camions menant à la mort. Pendant le procès, elle fut parfois décrite comme dépourvue de remords visibles, comme si la salle d'audience était une formalité, une scène également présente dans les récits contemporains du procès. Le verdict tomba le 30 juin 1981. Ce jour-là, le tribunal de Düsseldorf condamna Braunsteiner à la prison à vie, tandis que d'autres accusés recevaient des peines beaucoup plus légères ou étaient acquittés pour insuffisance de preuves. Ce qui était important, au-delà du chiffre, était le message implicite. Même des décennies plus tard, et malgré les énormes limites probatoires des crimes de masse, la justice allemande pouvait affirmer la responsabilité individuelle au sein d'un système conçu pour diluer les culpabilités. Selon le résumé du dossier, la condamnation se fondait sur des accusations de meurtre et de complicité dans plusieurs meurtres, y compris la participation à des actes impliquant des enfants. Et pourtant, le dénouement la distingue encore des surveillantes exécutées. Braunsteiner ne finit pas sur l'échafaud de Hamelin. Sa santé se détériora, elle souffrait de diabète avec de graves complications, dont l'amputation d'une jambe, et en 1996, elle fut libérée pour raisons médicales. 3 ans plus tard, le 19 avril 1999, elle mourut à Bochum, en Allemagne. Elsa Erich. Else Lieschen Frida Erich, connue dans de nombreux documents sous le nom d'Elsa Erich, est née le 8 mars 1914 à Bredereich, dans l'ancien grand-duché de Mecklembourg-Strelitz. Son histoire diffère de celle de plusieurs gardiennes de Ravensbrück jugées par les Britanniques à Hambourg et exécutées à Hamelin. La fin d'Erich eut lieu en Pologne à la suite d'un procès polonais lié à Majdanek et se termina par une date précise qui la fixa définitivement dans les archives d'après-guerre, le 26 octobre 1948, pendue à Lublin. Pour comprendre pourquoi son nom est associé au noyau le plus dur du système concentrationnaire, il faut examiner le lieu où elle exerça le plus de pouvoir. Majdanek, le camp de concentration et d'extermination de Lublin, fonctionna entre 1940 et 1944 comme un complexe hybride, travail forcé, emprisonnement massif, exécutions et meurtres industriels, avec une logistique comparable à celle d'une usine et la violence comme outil de gestion quotidienne. Après la libération de la zone par l'armée rouge en 1944, Majdanek devint également un symbole immédiat, car il fut l'un des premiers grands camps dont les preuves matérielles étaient accessibles aux enquêtes et, peu après, aux tribunaux. Erich entra dans ce système non pas comme une figure de bureau, mais comme gardienne de camp. Les résumés biographiques s'accordent à dire qu'elle servit comme gardienne dans plusieurs lieux, dont Krakow-Płaszów et surtout Majdanek. Ce qui la rend centrale, c'est son grade fonctionnel. Elle fut Oberaufseherin, c'est-à-dire superviseur principal du secteur féminin.
Dans les camps, ce titre n'était pas purement cérémonial. Il impliquait de superviser d'autres gardiennes, contrôler les routines, imposer la discipline, organiser des formations et surtout participer aux décisions administratives qui déterminaient qui continuait et qui disparaissait, dans un système où disparaître signifiait trop souvent être envoyé à la mort. À Majdanek, le secteur des femmes et des enfants faisait partie d'un mécanisme qui ne se contentait pas de confiner, il classait. Les appels, les listes et les sélections constituaient une technologie de contrôle. Le mot « sélection » avait une apparence bureaucratique, mais dans les camps, il signifiait décider du sort d'un être humain par un signe, un geste ou un ordre. Les archives biographiques concernant Eric la décrivent participant activement aux principales sélections qui envoyaient les prisonniers vers les chambres à gaz ou les exécutions. C'est ce point qui fut au cœur de ce que, des années plus tard, les juges considéraient comme responsabilité pénale. Sa fonction devint encore plus importante en raison du contexte dans lequel Majdanek fut jugé. Contrairement à d'autres procès concentrés en Allemagne occupée et sous juridiction alliée, les procès de Majdanek furent une longue et dispersée série, menée à la fois en Pologne et en Allemagne sur plusieurs décennies. Dans cette série, il y eut un ensemble de procès polonais entre 1946 et 1948, parfois appelé le second procès de Majdanek, dans lesquels le personnel capturé ou identifié comme faisant partie du camp fut jugé. Là, Eric apparaît cité comme l'une des accusées les plus en vue en raison de son rôle de superviseur du secteur des femmes et des enfants. Et dans cette série, elle reçut l'une des peines les plus sévères, la peine de mort. Le contraste avec d'autres gardiennes exécutées en 1947 ou 1948 en Allemagne est utile pour comprendre le climat judiciaire. Dans les tribunaux britanniques, de nombreuses affaires reposaient sur les témoignages de survivants, les structures de commandement dans les camps allemands et l'urgence politique de clore les dossiers. En Pologne, en plus de cela, il existait un élément immédiat. Le camp était là, la mémoire était proche et l'après-guerre se vivait comme un présent encore ouvert. Les procès polonais n'étaient pas seulement une punition. Ils constituaient un moyen de fixer un récit légal des crimes commis sur un territoire occupé, face à une société qui avait été l'un des principaux théâtres de l'extermination. Dans les résumés disponibles, Eric est défini comme condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité liés à ses actions à Majdanek. Son cas ne repose pas sur une culpabilité par appartenance, mais sur l'idée de participation active à un système de meurtre. Le grade d'Oberoffizier impliquait l'autorité impliquait la capacité de décision, et la capacité de décision dans cet environnement se traduisait par des conséquences directes sur la vie et la mort des prisonniers. Il est également significatif de la situer dans la chronologie du camp. Majdanek connut sa période de fonctionnement la plus intense avant juillet 1944, et les procès ultérieurs tentèrent de reconstituer qui furent les acteurs qui, durant cette période, soutenaient le régime interne. Dans ces reconstitutions, le personnel de garde n'est pas un détail mineur. Il constituait la couche quotidienne de violence, celle qui transformait les ordres généraux en actions concrètes. Une superviseure du secteur féminin ne passait pas par là. Elle opérait au point où la terreur était routinière et où chaque appel, chaque punition et chaque sélection faisaient partie du même processus. Dans certains récits secondaires, des épisodes ponctuels ont été ajoutés, comme la mention d'une tentative d'organiser un bordel au sein du camp. Cependant, ce type de détails circule surtout dans les compilations et résumés et nécessite généralement des documents primaires pour être vérifiés avec précision. Ce qui demeure comme colonne vertébrale de l'affaire, c'est son rôle de supervision et sa participation aux sélections liées au meurtre de masse. Après avoir été jugée à Lublin dans le cadre des procès de Majdanek, Elsa Eric fut condamnée à mort et exécutée par pendaison le 26 octobre 1948 à Lublin, dans la Pologne d'après-guerre. Martha Ullmann. Lorsque l'on étudie les gardiennes de camp, on part souvent d'une hypothèse, que le nom figurant sur une liste correspond à une auteure de crime, quelqu'un qui portait l'uniforme, exerçait une autorité et participait au système concentrationnaire du côté du pouvoir. Avec Martha Ullmann, cependant, c'est différent. Les traces documentaires publiques et vérifiables associées à ce nom ne mènent pas à une gardienne nazie exécutée.
mais à une femme juive transformée en travailleuse forcée à Berlin et finalement déportée à Auschwitz, où elle a été assassinée. L'indice le plus solide ne provient pas d'un dossier judiciaire d'après-guerre, ni d'un jugement, ni d'une photo de service dans un camp. Il provient d'une plaque de bronze encastrée dans le trottoir, un Stolperstein, ces pierres d'achoppement qui rendent les noms à l'espace quotidien. Dans le district berlinois de Charlottenburg-Wilmersdorf, au Seebrugshällerstraße, un Stolperstein a été posé avec l'inscription « Ici repose Martha Ullmann, déportée et morte à Auschwitz ». La pose est datée du 2 juin 2021. Cette pierre ne la rappelle pas comme fonctionnaire de la terreur, mais comme cible de la terreur. Selon la reconstruction biographique publiée par l'administration de district de Berlin, Martha Ullmann est née le 12 janvier 1887 à Würzburg. Elle n'était pas mariée et n'avait pas d'enfant. On ne sait pas exactement quand et pourquoi elle est arrivée à Berlin. Ce qui apparaît clairement, c'est le dernier chapitre de sa vie, le travail forcé. Ullmann a été employée comme Zwangsarbeiterin, c'est-à-dire travailleuse forcée, dans l'entreprise Kronpresswerk AG, Frankfurter Allee 288, dans le district de Lichtenberg. À ce stade, son nom ne représentait plus celui d'une citoyenne avec des droits, mais celui d'une personne soumise à des règlements, à la surveillance et aux punitions. Une femme seule, piégée dans une capitale qui avait transformé la survie en labyrinthe. Environ 80 travailleurs juifs et 500 travailleurs forcés étrangers y travaillaient. Et une partie de la main-d'œuvre non allemande était logée dans une baraque appelée Rivaux, un camp d'hébergement pour travailleurs civils contraints. Cette étape pour Martha Ullmann s'est produite dans le cadre d'une opération qui, dans sa mécanique, semble conçue pour effacer toute intimité, la fameuse fabrication. Fin février et début mars 1943, la Gestapo a organisé des raids dans des usines et ateliers pour arrêter les derniers juifs encore contraints de travailler dans des entreprises jugées importantes pour la guerre. Ce n'était pas une arrestation de rue, c'était l'arrestation sur le lieu de travail pendant les heures de travail, devant les machines, les contremaîtres et les collègues. Un coup chirurgical pour éliminer une fois pour toutes cette dernière marge d'existence. La page commémorative de Berlin indique que Martha Ullmann a été arrêtée lors de cette opération, abgeholt, à son poste de travail. Après l'arrestation, le parcours suivait un schéma répété des milliers de fois. Transfert vers un point de rassemblement provisoire, un Sammelage, un entonnoir. Dans le cas d'Ullmann, elle a été conduite à la synagogue de Levetzow-Straße 7 à 8, un bâtiment gravement endommagé lors de la nuit de cristal et réutilisé par le régime comme lieu de détention temporaire. Là, un espace religieux transformé en dépôt humain était effectué liste, comptage, attente et ordre, tandis que l'étape suivante se préparait, le train. Le 4 mars 1943, Martha Ullmann a été déportée avec le soi-disant 34 Osttransport vers Auschwitz. 1141 autres personnes voyageaient également dans ce transport. Il ne s'agissait pas d'un transfert vers l'Est dans un sens géographique neutre. C'était le langage bureaucratique pour désigner un mécanisme d'extermination. Par la suite, Ullmann a été assassinée à Auschwitz, mais la date exacte de sa mort est inconnue. Une gardienne nazie exécutée laisse généralement une trace judiciaire, accusations, témoignages, jugements, dates et parfois même des photos de presse. Martha Ullmann, en revanche, laisse une trace commémorative et documentaire typique d'une victime. Une adresse, une plaque, un travail forcé, une arrestation lors de la fabrication, un transport numéroté, une fin sans date précise. Le nom lui-même peut apparaître dans des listes confuses ou incomplètes, mais les registres accessibles et vérifiables dans ce cas ne la placent pas parmi les auteurs, mais parmi les personnes écrasées par le système. Pourtant, son histoire ne reste pas hors du récit général. Pour comprendre les gardiennes, il faut regarder l'autre extrémité de la chaîne. Comment elle vivait, où elle se trouvait et quelle marge réelle de défense avait quelqu'un comme Martha Ullmann en 1943. La machine qui permettait à une femme d'être arrachée de son poste de travail et envoyée à Auschwitz en quelques jours était la même machine qui donnait le pouvoir à d'autres femmes dans l'univers concentrationnaire. Règlements, hiérarchie, uniforme, liste, punition, transport, catégories humaines qui décidaient qui mangeait, qui travaillait, qui était battu et qui disparaissait.